Il y a des matchs comme ça, des matchs qui restent gravés. Ceux où toutes les certitudes, tout ce qu'on croyait savoir, ça vole en éclats en 90 minutes. Exactement. Imaginez un peu la scène. Le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, joue son quart de finale. On se dit que la machine est lancée, qu'elle est inarrêtable. Et pourtant, au coup de sifflet final, c'est la stupeur totale. L'impensable est arrivé. Score final, Égypte 3, Côte d'Ivoire 2. Un véritable séisme. On va plonger aujourd'hui dans la chronique de ce tremblement de terre footballistique. Pour ça, on s'appuie sur une analyse de wisport.com, publiée à chaud le 10 janvier 2026, juste après la rencontre. D'accord. Et l'idée, c'est pas juste de refaire le match, c'est de comprendre la mécanique de cette surprise. Comment les champions ont-ils pu tomber? Quels ont été les moments clés, les tournants tactiques? Bref, on va essayer de disséquer tout ça. Et t'as raison de le souligner, le contexte était... il était électrique. C'était pas un match ordinaire. C'était un vrai choc de titans. Ah oui. D'un côté, les éléphants ivoiriens, les tenants du titre, qui étaient sur une dynamique de fou. Et de l'autre, les pharaons égyptiens, une puissance historique, tu sais, qui a toujours quelque chose à prouver. Et la récompense était énorme. Énorme. Une place en demi-finale contre le Sénégal. Un autre monstre du continent. Donc on avait vraiment tous les ingrédients pour une rencontre explosive. Et ce, bien avant le coup d'envoi. Explosive, le mot est faible. L'article de Wisport utilise une image que je trouve très parlante pour le début du match. Il dit que les Ivoiriens ont été douchés d'entrée de jeu. La douche froide, ouais. C'est ça, la douche glaciale. Et en face, l'Égypte, elle, n'a pas attendu. Le texte dit qu'elle a démarré pied au plancher. C'était pas une simple bonne entame de match, c'était une véritable furia. Oui, et c'est là que ça devient fascinant. Ce n'était pas une intensité désordonnée, tu vois. L'article suggère qu'il y avait un plan de jeu très très précis. Lequel? Harceler la première relance ivoirienne. Et ce plan, il a fonctionné à la perfection. Il a provoqué une erreur là où ça fait le plus mal. C'est-à-dire? La source parle d'une terrible perte de balle du capitaine ivoirien, Franck Kessié. Et ça, c'est pas anodin du tout. Kessié, c'est le métronome de l'équipe, celui qui organise tout. Celui par qui tout passe. Exactement. En le ciblant, les Égyptiens n'ont pas juste attendu une erreur. Non, ils l'ont fabriqué. Ils lui ont coupé ses options, ils l'ont forcé à prendre un risque, et le piège s'est refermé. Un piège qui se referme à la 4e minute de jeu. C'est d'une cruauté terrible. Raconte-nous un peu cette action. Alors, suite à cette perte de balle de Kessié, c'est Emma Machour qui récupère le ballon. Et son positionnement, c'est pas un hasard. Il était là pour ça, pour couper cette ligne de passe. D'accord. Il ne perd pas une seconde, il lance Omar Marmouche en profondeur. L'article note que le défenseur, Odilon Kosunu, n'est pas prompt sur le coup. Il est pris de vitesse, peut-être surpris lui-même par la rapidité de l'action. Et après? Après, Marmouche se retrouve face au gardien Yaya Fofana. Et là, le gardien ne peut rien faire sur ce que le journaliste qualifie de tir imparable. 1-0. En moins de 4 minutes, le plan égyptien a marché. Scénario de rêve pour eux. C'est dingue. On a l'impression d'assister à un braquage tactique parfait. Et l'article identifie des coupables, des artisans de ce braquage, n'est-ce pas Sam? Absolument. Il met en avant 2 diables du côté égyptien. Le premier, c'est évidemment Omar Marmouche, l'attaquant de Manchester City, qui met le but. Logique. Et le second, c'est la superstar Mohamed Salah, décrit comme toujours aussi efficace. Le journaliste insiste sur le fait qu'ils ont été parfaitement retrouvés. Qu'est-ce que ça veut dire, parfaitement retrouvés? Ce qui est important dans cette formule, c'est que ça souligne la qualité du collectif au service de ces stars. Salah et Marmouche, ce ne sont pas juste des talents qui font la différence tout seuls, ce sont les finisseurs d'un système pensé pour les mettre sur orbite. D'accord, je vois. Ce sont, comme le dit la source, des footballeurs de classe mondiale, et ce soir-là, ils ont été les instruments parfaits d'une stratégie implacable. D'accord, le tableau est posé. Un chaos d'entrée, un plan parfaitement exécuté. Logiquement, on se dit que les champions sont complètement sonnés, que le match est plié. On pourrait le penser, oui. Sauf que le score final, c'est 3-2. Ce qui veut dire que les Ivoiriens sont revenus au score 2 fois. Comment une équipe qui prend un tel coup sur la tête trouve les ressources pour se relever? C'est toute la complexité et la beauté de ce match. C'est ce qui en fait une véritable bataille, où selon l'article, des artistes ont régalé. La Côte d'Ivoire n'a pas lâché. Non, clairement pas. Menée, elle a dû jeter toutes ses forces dans la bataille. Même si l'article ne détaille pas les buts ivoiriens, on peut imaginer. Des sursauts d'orgueil, des exploits individuels. Quand le collectif ne marche plus, c'est le talent qui parle. C'est ça. Quand le collectif est bloqué par le pressing, ce sont les talents purs qui doivent s'exprimer.
On peut imaginer une frappe de loin, un dribble fou, un coup de pied raté. C'est la réaction typique d'un champion blessé qui refuse de mourir. Mais cette réaction, elle n'a pas suffi. L'Égypte a quand même marqué 3 buts. Comment ils ont réussi à reprendre l'avantage à chaque fois? Et c'est là qu'on voit l'autre facette de cette équipe égyptienne. L'article la décrit comme enthousiasmante et réaliste. C'est un drôle de mélange. Oui, mais c'est très juste. Enthousiasmante dans son pressing du début et terriblement réaliste en contre. En se jetant à l'attaque pour égaliser, la Côte d'Ivoire s'est forcément exposée. Elle a laissé des boulevards dans son dos. Et avec des joueurs comme Salah et Marmouche? Ça ne pardonne pas. Chaque récupération de balle égyptienne devenait un danger de mort. Le 2e et le 3e but égyptien, ils viennent probablement de là. Des contres chirurgicaux qui ont puni le déséquilibre ivoirien. L'Égypte a absorbé la pression et a piqué au moment parfait. Donc, si je comprends bien, le premier but vient d'un plan tactique bien précis, mais les 2 autres sont en fait la conséquence directe de la réaction ivoirienne. Exactement. C'est un enchaînement logique et assez cruel. Le premier but a forcé les Ivoiriens à changer leur jeu, à prendre beaucoup plus de risques. Et ces risques ont créé les conditions parfaites pour les autres buts égyptiens. Et ça nous amène à la dimension psychologique qui semble centrale dans l'article. Elle est capitale. Il est écrit que la Côte d'Ivoire se demandera sans doute encore longtemps comment elle est arrivée à tomber dans le piège. C'est une phrase terrible. Elle est terrible. Elle ne parle pas de malchance ni de supériorité de l'adversaire. Elle parle d'un sentiment de s'être fait avoir, d'être tombé dans un piège qu'on aurait peut-être dû voir venir. On sent presque un regret éternel dans cette phrase, comme s'ils avaient perdu le match dans leur tête avant même de le perdre au tableau d'affichage. C'est exactement ça. Le doute s'est installé dès la 4e minute. Et même en réussissant à marquer, à revenir dans le match, cette fragilité mentale est probablement restée. À chaque fois qu'il revenait à hauteur, la peur de retomber dans le même piège, la peur de cette vitesse de contre égyptienne, ça a dû peser lourd. Au très haut niveau, la confiance c'est un fil. Et l'Égypte l'a coupé très très tôt. Et cette défaite est d'autant plus violente quand on la remet en perspective. Il y a à peine 2 ans, cette même équipe, elle connaissait la gloire à domicile en gagnant la CAN chez elle. C'était l'apothéose. Le sommet. Et là, leur parcours s'arrête brutalement au Maroc, en quart de finale. La chute est vertigineuse. C'est la dure loi du sport. Rester au sommet, c'est infiniment plus difficile que d'y arriver. Cette défaite, elle marque la fin d'un cycle pour les tenants du titre. Et c'est un rappel que dans le football africain, rien n'est jamais acquis. Alors, les champions sont éliminés. Ça doit complètement rebattre les cartes du tournoi, j'imagine, hein ? Complètement. L'affiche que tout le monde attendait en demi-finale, ce derby ouest-africain explosif entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il n'aura pas lieu. Non. Et il est remplacé par un autre classique. Un choc des titans peut-être encore plus chargé d'histoire. Sénégal contre Égypte, à Tanger. On passe d'une rivalité régionale à autre chose. Oui, on passe à une confrontation entre 2 philosophies du football africain. Ce n'est pas une perte, c'est une affiche différente, mais tout aussi, voire plus, alléchante. Et pour l'Égypte, cette victoire, elle doit avoir une saveur particulière. Ce n'est pas juste un bon coup. Ah non, loin de là. L'article nous rappelle un chiffre qui en dit très long. Il s'agit de la 16e demi-finale de l'Égypte dans toute l'histoire de la Coupe d'Afrique. 16e, c'est énorme. C'est colossal. La source parle de la régularité de cette équipe. Donc ce n'est pas un exploit ponctuel, c'est une confirmation. C'est l'Égypte qui reprend sa place à la table des très grands, qui rappelle à tout le continent qu'elle est une nation majeure. C'est un message envoyé à la concurrence. Un message très fort, oui. Battre le tenant du titre de cette manière, c'est une déclaration d'intention. Et le journaliste de Wisport semble d'ailleurs très impatient de voir la suite. Il termine son article avec une formule assez guerrière pour décrire le prochain match. Taille. De chaudes entailles, j'aime beaucoup l'image. Elle est forte et elle est bien choisie. On ne s'attend pas à un match de gala avec du beau jeu et des petits ponts, non. On s'attend à un combat intense, physique, tactique, une vraie bataille pour aller en finale. C'est clair. Quand tu sais que le Sénégal est le champion de 2021 et que l'Égypte est le recordman de victoires avec 7 titres, tu comprends que cette demi-finale, elle a des allures de finale avant l'heure. Bon, si on fait un peu le bilan de ce qu'on a exploré à travers cet article, on a donc un match complètement fou, un quart de finale électrique qui a basculé sur un détail tactique dès les premières minutes. C'est ça, un but éclair. Ce but a conditionné toute leur rencontre. Il a forcé les Ivoiriens à une course-poursuite courageuse, mais finalement désespérée. Et à la fin, ce sont les Égyptiens, plus malins, plus réalistes, qui s'imposent. Et qui nous offrent une demi-finale de rêve contre le Sénégal. Oui, la leçon de ce match, elle va au-delà du score. C'est la démonstration qu'une stratégie intelligente,
qui est exécuté avec une intensité maximale dès le début, peut faire dérailler n'importe quel favori. Ce n'est pas que la force qui a gagné. Non, c'est l'intelligence tactique. C'est un rappel que dans le football moderne, les matchs se gagnent souvent dans la tête des entraîneurs avant même de se jouer sur le terrain. Les marges sont minuscules et l'Égypte a su exploiter la moindre faille avec une efficacité redoutable. C'est vrai. Et en t'écoutant, une question me vient. L'article insiste beaucoup sur ce piège tendu par les Égyptiens et sur les erreurs ivoiriennes qui en ont découlé. Ça nous amène à une réflexion peut-être un peu plus large. C'est une excellente question et elle est au cœur de l'analyse de ce genre de match. Qu'est-ce qui prime dans une victoire comme celle-ci? Est-ce que c'est l'excellence de l'Égypte dans son plan de jeu, son pressing, son réalisme? Ou alors, est-ce que c'est avant tout l'échec de la Côte d'Ivoire dans les moments cruciaux? Cet échec, il est symbolisé par cette perte de balle fatidique de son capitaine. Pour le dire autrement, est-ce que l'Égypte a brillamment gagné ce match ou est-ce que la Côte d'Ivoire l'a surtout perdu? La question est complexe. Très. La vérité est sans doute quelque part entre les deux, mais la question reste ouverte.